sur le débat public. Une restitution sera transmise demain au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et à quelques journalistes si ces derniers souhaitent diffuser évidemment l'information. Voilà, je vous remercie pour cette brève introduction qui sera conclue tout à la fin par Yves Jégo, l'ancien ministre et qui est également à l'origine du label Produire en France. Donc, sans transition, la parole à Eddy pour Génération PhD et Laurent. Bon, bonsoir à tous. On va vous assommer de chiffres pendant une quinzaine de minutes. On va vous demander de réfléchir, de commencer à réfléchir. On va pour ça vous présenter les résultats d'une grande étude qu'on a menée et qu'Eddy a menée en particulier sur les doctorants et les jeunes docteurs. On va vous expliquer dans un instant en quoi ça consiste exactement. Juste me présenter, je m'appelle Laurent Simon, journaliste. Je suis spécialiste en santé, recherche et médicaments. Et Eddy, si tu peux dire un mot sur toi rapidement. Bonsoir à tous, je m'appelle Eddy Baraziol. Ça fait depuis quelques années que je travaille sur des missions commerciales et marketing dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai travaillé pour le magazine La Recherche notamment, le groupe AEF et quelques autres. L'an dernier, à la même époque, je réfléchissais avec d'autres personnes à la création d'un média destiné aux jeunes chercheurs. Ce média, malheureusement, n'a pas vu le jour dans la forme qu'on avait prévue initialement avec les deux autres personnes qui m'accompagnaient. Et Génération PhD est finalement le fruit de toutes les réflexions qu'on a pu mener ensemble pendant 3 mois. Et je ne voulais pas mettre complètement de côté tout ce sur quoi on avait réfléchi. Et l'idée m'est venue en fait de me dire que ça serait peut-être intéressant de donner la parole et d'interroger les jeunes chercheurs, les doctorants, les doctorantes et les docteurs à travers l'angle d'une enquête sociologique et leur poser des questions sur leurs ressentis, sur leurs opinions, sur leurs idéaux, sur leur vocation. Voilà la genèse, le préambule de Génération PhD. Un petit mot sur la manière dont fonctionne l'enquête. Donc l'enquête, elle s'est adressée aux jeunes chercheurs, niveau master, doctorant et docteur, âgés entre 20 et 40 ans, issus de toutes les disciplines, et ce sur la base de l'enseignement supérieur français, et ce qui a sur la globalité représenté 2750 personnes. Les résultats et le focus qu'on va vous présenter en quelques mots par la suite est un focus uniquement sur les doctorants et sur les docteurs, ce qui représente 2574 individus. Et précision importante, les chiffres qu'on vous présente aujourd'hui sont des chiffres bruts qui n'ont pas été redressés. On a pris le parti de prendre l'ensemble des résultats des interviewés et illustration de ce qu'il est correct de dire par rapport aux résultats de l'enquête. Je vous donne un exemple. Il est juste de dire que 85% des répondants de l'enquête Génération PhD considèrent que la société française ne les reconnaît pas à leur juste valeur. Il serait incorrect de déclarer que 85% des jeunes chercheurs, de manière sûre, valident cette information. Pour autant, et pour reprendre ce que tu dis à l'instant, les proportions trouvées dans les différentes populations de chercheurs, parmi les différentes disciplines, correspondent à la réalité du terrain. Donc, même si les chiffres ne sont pas redressés, il y a une bonne certitude sur leur représentativité, même si elle n'est pas acquise. Il y a des éléments intéressants effectivement en ce sens, notamment en termes de représentation géographique, en se basant sur la provenance des écoles doctorales, où globalement il y a une belle représentativité de la réalité, si l'on en croit les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sur la structure des répondants, donc sur les 2574 participants, il y a 62% de femmes, donc là il y a une surreprésentation, 38% d'hommes, 55,6% de doctorants et donc 44% de docteurs, 90% de nationalité française, 8% de autres nationalités. Là on n'est pas sur une bonne sur année de soutenance où dans les faits, majoritairement ceux qui ont répondu ont soutenu dans les 5-6 dernières années ou vont soutenir
dans les 4 prochaines années, 2019-2022. En termes de familles disciplinaires, on a retenu, dans les chiffres qui sont présentés, 4 grandes familles disciplinaires. Sciences exactes et applications, c'est environ 28%. Sciences du vivant, c'est 29%. Là aussi, c'est surreprésenté par rapport à la réalité qui est plutôt autour de 20%. Et 22,4% en sciences humaines et humanités et 13,6% en sciences de la société. Alors on en arrive aux grands enseignements de l'enquête, c'est bien, la diapositive suivante, parfait. Donc l'enquête, sa grande particularité par rapport à ce qui existe, c'est que, voilà, le premier résultat, elle s'est concentrée non seulement sur les aspirations des chercheurs, mais sur leur ressenti. Il y a beaucoup de questions de ressenti qui font, je crois, l'originalité de cette enquête. Et un des premiers enseignements qui a pu être tiré de ces 2574 réponses, c'est que 78% des jeunes chercheurs, on parle bien des jeunes chercheurs, répondant à l'enquête, jugent qu'il y a trop d'idées reçues sur les chercheurs. Et autre donnée vraiment écrasante, alors on a vraiment présenté le quotidien, et en tout cas c'est le premier enseignement. Le deuxième, toujours assez majoritaire dans l'expression, les 2 tiers des jeunes chercheurs, les 2 tiers interrogés s'estiment isolés dans leur quotidien de chercheur. Alors il y a une exception, et c'est intéressant parce que c'est souvent des populations qui se distinguent dans leurs réponses. Si les 2 tiers des jeunes chercheurs s'estiment isolés, c'est quand même moins le cas des doctorants, surtout en première année, parce que peut-être c'est l'exception à un autre statut, une autre forme d'intégration dans la vie universitaire, dans la vie professionnelle aussi. Et du coup, 52%, là c'est une majorité faible, mais une majorité quand même, se sentent entourés, ce qui est exactement l'inverse de leurs grands frères et grandes sœurs une fois passé la thèse. Enseignement suivant, numéro 3. Alors, un ressenti qui est intéressant, c'est par rapport à la fois un ressenti personnel et un ressenti par rapport à la famille. 96% se sentent soutenus par les parents, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les parents sont fiers du parcours de leurs enfants thésards et jeunes thésés. Par contre, les répondants estiment souvent que les parents sont inquiets pour eux. Il y a des différences, vous pourrez les voir si vous allez sur le site generationphd.com. Il y a des différences entre les disciplines qui sont assez marquées pour le coup. Les parents sont un peu moins inquiets en sciences exactes et applications, un peu plus inquiets en sciences sociales, etc. Mais en moyenne, 48% des parents les répondants disent qu'à 48%, leurs parents sont angoissés pour eux. Diapositive numéro 4. Sur la vocation, c'est intéressant. J'avais des idées reçues sur les vocations. En fait, c'est plutôt une vocation assez tardive, chercheur, puisque près de un peu plus des 2 tiers, donc 69% des jeunes chercheurs, nous disent avoir choisi cette orientation, ce métier, lors de leurs études supérieures. Peut-être en me basant sur mon cas personnel, moi je m'étais dit que je ferais de la recherche très tôt, mais preuve qu'on est représentatif que de soi-même et qu'en posant la question, en fait, on se rend compte que ça permet de briser certaines idées reçues. Toujours pareil, avec une légère... on a mis en avant des réponses un petit peu différentes dans les sciences exactes et applications et les sciences du vivant. Peut-être l'aspect pratique, je sais pas. Bon, ça, c'est à... Hop, il ne faut pas revenir encore. Merci. Je termine juste. Donc les vocations sont légèrement plus précoces en sciences exactes et applications et sciences du vivant. Voilà, ça c'est un fait. On pourra se pencher sur les raisons qui font que c'est plus précoce dans une prochaine enquête. Diapositive suivante. Et là, il dit, je te laisse... Ah non, c'est encore un moi. Pardon. Les 3 quarts des répondants, alors là, c'est une question importante qui est sur le... Encore une fois, c'est une question de ressenti. Hein. On n'est pas sur des chiffres précis, c'est une question de ressenti sur l'égalité homme-femme, femme-homme. La question était, estimez-vous qu'on est encore loin de l'égalité homme-femme en ce qui vous concerne, ou dans votre secteur disciplinaire? Ce qui est intéressant, c'est non tellement le niveau des réponses, c'est le fait qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on est encore loin de l'égalité homme-femme, c'est vrai pour 85% des femmes, mais ce n'est vrai que pour 64% des hommes. Voilà. Preuve qu'il y a une différence de perception, encore une fois on ne parle pas de chiffres, on ne parle pas de proportion, mais bien de perception, dans cette problématique de l'égalité homme-femme. Et il y a beaucoup de différences entre les disciplines, d'ailleurs c'est intéressant, je vous invite à aller le voir sur generationphd.com. 80% des femmes estiment qu'on est loin de l'égalité homme-femme, contre 50% des hommes environ
chez les chercheurs en sciences du vivant, et c'est la proportion la plus importante. Sur la diapositive suivante, Eddy. Alors, en ce qui concerne le projet idéal de carrière, important de préciser que là, sur cette question, on est uniquement sur les doctorants. On fait un focus sur les doctorants, on n'est plus sur les docteurs. Globalement, et là aussi, en fonction des familles disciplinaires, il y a des subtilités et des différences bien entendu, mais globalement, 30% souhaitent devenir, par exemple, enseignant-chercheur, ou encore 17% chercheurs dans le public, donc pas loin d'une moitié, plutôt pour une vocation dans le public. 10% chercheurs dans un grand groupe, 9% chercheurs dans une start-up PME, ou encore, et peut-être qu'on va en parler par la suite dans les débats, je sais que le sujet de l'entrepreneuriat en fait partie, mais c'est pas anodin, il y a 5% des doctorants qui déclarent que leur idéal de carrière serait de devenir chercheur-entrepreneur. Cette étude elle a été réalisée fin 2018. Si on avait posé ces mêmes questions il y a peut-être 10 ans, on aurait peut-être eu une répartition différente au niveau des vocations dans le public, peut-être dans une moindre mesure dans les vocations de faire de la recherche dans le privé, ou encore sur ce dernier chiffre de l'entrepreneuriat qui, encore une fois, me paraît pas anodin, parce que si on croise 100 personnes dans la rue, je ne suis pas sûr que 5% d'entre elles vous diront de manière ferme « mon idéal de carrière, c'est de devenir chercheur, de devenir entrepreneur tout court ». Donc voilà, je pense qu'il y a des lignes qui bougent, et l'enquête, si on la remène peut-être dans 5 ans, on verra peut-être des évolutions par rapport à ces pourcentages en termes de perspective. À la question, est-ce que le doctorat, selon moi, prépare efficacement au marché du travail? C'est à peu près de cette manière que la question a été formulée dans le sondage. Seul un tiers des doctorants en 3e année estiment que le doctorat prépare efficacement au marché du travail. Autrement dit, 70% pensent l'inverse. Et comme le disait Laurent tout à l'heure, et là on voit vraiment des évolutions sur plusieurs items, sur plusieurs questions, entre le sentiment en première année, en 2e année, en 3e année, ou lorsque l'on est docteur. Ben, là on a un exemple, une nouvelle illustration de cela, puisque les doctorants en première année valident, pour une petite moitié d'entre eux, 45%, que le doctorat prépare efficacement au marché du travail. Donc, plus on avance dans le doctorat, malheureusement, moins cette information, cette promesse, on va dire, est vérifiée. Des éléments relativement positifs, à mon sens, des chercheurs ouverts au monde. 53% par exemple des doctorants de 3e année plus déclarent avoir des amis chercheurs dans au moins 2 autres pays que la France. Là, quand on prend les 53%, c'est ceux qui ont déclaré 2 pays, 3 pays, 4 pays et même plus. Et si on rentre dans le détail de ces chiffres, sur les 53%, la majorité est plutôt à 3 et 4 pays. Je trouve que c'est plutôt valorisant, et qu'il y a une vraie ouverture sur le monde et des connaissances ici et là d'autres collègues qui font la même chose que les jeunes chercheurs. Et des jeunes chercheurs qui sont aussi ouverts aux autres. 65% des doctorants en 3e année et plus déclarent avoir des amis chercheurs dans au moins 2 autres disciplines. Là aussi, si on prend 3, 4 disciplines et plus, il y a un nombre important de réponses en ce sens, avec des distinctions selon les familles disciplinaires. Vous pourrez, le cas échéant, rentrer dans le détail si vous le souhaitez, en consultant le site. Par rapport aux gens de leur âge, les 3/4 des chercheurs s'estiment tout de même privilégiés, comme ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir, plutôt plus de chances et le plus de chances de s'en sortir. C'est comme ça que la question a été formulée. Et là, on voit une proportion plus importante chez les hommes, chez les doctorants en première année, ou encore une fois à titre d'exemple, chez les chercheurs en sciences exactes et applications, qui montent jusqu'à 84%. Je voudrais juste dire un petit mot par rapport à la slide d'avant qui
faisait référence d'une certaine manière à la communauté. Moi, une chose qui m'impressionne depuis des années chez les chercheurs et chez les jeunes chercheurs en général, c'est cette notion de communauté. Et je l'ai vu au travers de cette initiative Génération PhD. Il y a une vraie force dans la communauté des chercheurs, et y compris sur les réseaux sociaux. Et je voulais remercier, car j'ai oublié de le faire en préambule, les partenaires qui ont accompagné l'enquête, qui sont l'ABG, Adoc Talent Management, qui nous a beaucoup aidé pour le traitement des résultats, et sans oublier OKDoc, qui nous accueille ce soir pour ce débat et que je souhaitais remercier. La conclusion, c'est ça, on va essayer de le résumer en quelques mots, en quelques adjectifs simples. Pour les points un peu négatifs, encore que les jeunes chercheurs estiment être isolés, sous-payés, ça vous n'avez pas vu les résultats, mais c'est également très très fort, mal préparés au marché du travail, on en a parlé, c'était des diapositives, parfois en difficulté financière même, victimes des idées reçues, mais bon, qui ne l'est pas, voire écrasés par les charges administratives, ça c'était la première diapositive. Mais, et ça c'est pour vraiment le positif des choses, et le positif est présent, ils sont optimistes quand même, hein, quand on pose la question, on dit ils sont optimistes. Ils sont ouverts au monde, ça c'est un fait, puisqu'ils ont des amis dans 3, 4, 5 pays dans le monde. Ils sont soutenus par leurs parents, qui estiment que leur projet professionnel est valable, et leurs amis. Et eux-mêmes, c'est un peu le paradoxe des situations, s'estiment souvent privilégiés par rapport aux gens de leur âge. Donc sous-payés, mais privilégiés. Preuve que tout ne passe pas par l'argent. Voilà, on est ouvert à toutes les questions que vous pouvez avoir. La première est la plus dure à poser, généralement. Donc n'hésitez pas, réfléchissez. On est ouvert on a quelques minutes pour y consacrer. Donc, et j'ai déjà une première question en bas. Je crois qu'il y a un micro, voilà. Bonjour, je suis Catherine Pouget, docteur en sciences de gestion et cognition de l'Université Paris-Dauphine. Alors, je suis ravie que dans le résultat on parle d'optimisme parce que j'étais ce matin même en fait au printemps d'optimisme, donc je trouve ça drôle. Pour preuve qu'en fait l'innovation en France a quand même encore de belles journées devant elle. Alors moi la question qui m'est venue quand vous avez donné le résultat en particulier sur le monde du marché professionnel, je me demande si en fait le doctorat a cette finalité-là finalement. Je ne suis pas sûre que ce soit la finalité du doctorat. Je crois que le doctorat c'est vraiment pour faire de la recherche et s'intégrer dans un laboratoire de recherche. Ensuite évidemment on peut opérationnaliser une recherche, trouver une application dans le monde du travail, l'économie, la société. Mais voilà, pour moi la recherche c'est vraiment la longueur de vue. Et c'est toujours le débat entre praticiens et chercheurs. On en parlait juste avant le débat. C'est toujours compliqué de trouver de savoir où se trouve le curseur. Mais voilà, c'était juste une réflexion. Et comment, du coup, vous avez présenté cette question sur le marché du travail pour que voilà, cette réponse soit de cet ordre-là? Alors, de mémoire, la question qui était posée, c'était pour moi. Est-ce que le doctorat prépare efficacement au marché du travail? Avec une réponse binaire, oui ou non. Là, elle était traitée vraiment de cette manière-là, sachant que sur d'autres items, c'était non, pas du tout, non, plutôt pas, oui, plutôt, oui, tout à fait. Là, il n'y avait pas de nuance possible sur cela. Ce qui est intéressant, encore une fois, de noter, c'est l'évolution de la perception du ressenti par rapport à cette question, en fonction de l'avancement dans le doctorat, voire en fonction des disciplines. Après, par rapport à votre remarque, je l'entends, je pense qu'on va continuer, hein, ça fait partie des discussions qu'on va aussi avoir ce soir. Non, mais je le prends pas du tout de cette manière-là. Mais vous avez raison. Sur le principe, sur l'origine du doctorat tel que vous l'avez défini. Ça serait intéressant de savoir, est-ce qu'ils attendent de rentrer dans un laboratoire public ou est-ce qu'ils veulent aller sur le marché du travail de l'entreprise privée, et voilà, et de comprendre pourquoi ils disent non finalement. On a quelques éléments de réponse, c'est le projet idéal de carrière qu'on a présenté tout à l'heure, et où je pense que la partie contexte, le fait que tous les doctorants ne puissent pas continuer dans le public,
doit forcément jouer aussi sur les réponses des répondants, qui prennent conscience qu'ils doivent aussi se tourner vers le privé ou vers d'autres activités. On ne les a pas mentionnées ici, mais de la communication scientifique, ça faisait partie des projets qui étaient proposés. Faire de l'audit également. Enfin, voilà, mettre à profit ses compétences potentiellement aussi vers d'autres nouvelles activités. Ensuite, je ne sais pas si c'est le cas aussi dans... Excusez-moi, je vous lise la parole, mais si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. L'autre thématique aussi... S'il y a d'autres questions, oui, qui me semble importante. Madame. Mais terminez peut-être, et puis ensuite on enchaînera. Allez-y. Non, je sais que par exemple, nous, dans notre domaine, on a ouvert les vannes aussi des doctorats. Et donc, dans mes générations, il y avait peut-être par année 5-10 personnes qui étaient diplômées. Et alors ensuite, ça a été par vague de 120, 150, 200. Et donc, on n'était plus du tout sur la même direction. Voilà. Merci. On vous écoute. Bonjour, déjà Bonsoir. merci beaucoup pour cette étude très Est-ce que vous intéressante. pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah oui, Sophia Protopovodaki, je suis entrepreneur-chercheur, donc j'appartiens dans ce 5% que vous avez mentionné. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur cette slide, parce que j'ai l'impression que la somme ne fait pas 100%, donc... Alors tout n'est pas présenté, alors tu peux expliquer peut-être la manière dont tu avais posé la question. Oui, là, sur cette slide, on a présenté... Enfin, oui, j'ai pris le parti de présenter quelques pourcentages, ils n'y figurent pas tous. Je viens de parler de l'audit notamment, ça faisait partie des idéaux possibles de carrière. La communication scientifique également, le journalisme ou d'autres activités. J'ai plus en mémoire les autres possibilités, et les répondants avaient aussi la possibilité de s'exprimer librement. Là, on était sur des réponses assistées, mais s'ils voulaient déclarer autre chose, il y avait aussi la possibilité. Sur le site, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces chiffres qui vous intéressent particulièrement, visiblement. Merci beaucoup. Une deuxième petite question, en fait. Est-ce que vous avez traité un peu du sujet de l'interdisciplinarité? Parce que là, j'ai vu que vous avez des catégories assez cloisonnées sur les différentes disciplines, catégories, disons, thématiques de recherche. Est-ce que vous avez posé des questions qui concernent le vouloir ou pas de s'ouvrir vers l'interdisciplinarité? Alors une question de mémoire qui était pas tout à fait celle que vous posez, mais presque, je pense qu'elle y répond en partie, c'était combien je connais de chercheurs en dehors de ma discipline. C'est pas la question d'interdisciplinarité au sens, c'est pas des travaux interdisciplinaires, mais de la même manière qu'a été posée la question sur combien je connais de chercheurs dans le monde entier, dans d'autres pays, il y avait aussi combien je connais de chercheurs dans d'autres disciplines que la mienne. Et de mémoire, c'était, il faut vérifier sur les chiffres du site, il y a des différences entre les disciplines avec des sciences de la vie, si je me rappelle bien, où il y avait un petit peu moins d'interdisciplinarité que dans les sciences dites humaines, où les gens... Alors en fait, ce qui était difficile à interpréter, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis aussi, c'est qu'on ne sait pas ce que les chercheurs ne savent pas nécessairement ce qu'on appelle discipline. C'est-à-dire que pour un anthropologue, est-ce que c'est un géographe, est-ce que c'est une autre discipline, est-ce que, vous voyez ce que je veux dire, un sociologue, est-ce qu'on est dans deux branches, du coup, de disciplines différentes? Donc c'était un peu difficile à traiter, mais a été posée la question quand même du nombre d'amis chercheurs dans d'autres disciplines, pas sur les travaux interdisciplinaires, en revanche. Et également, oui, c'est très bien. Également, dans le profil qu'on vous a présenté au début, j'ai présenté les 4 grandes familles disciplinaires. Il y en avait une cinquième manière, donc finalement qui font partie de 2 familles disciplinaires. Donc là, on est dans une notion d'interdisciplinarité pour le coup. Juste un petit commentaire, en fait, ce serait très intéressant de voir votre résultat sur l'isolement ressenti par les chercheurs, si en fait il y a une corrélation avec le cloisonnement des disciplines ou pas, parce qu'on pourrait imaginer que... Pas tant que ça. Ah, ok. Enfin, je sais pas ce que vous imaginez derrière, si vous imaginez quelque chose, mais en fait, dans la réalité, sur cette notion d'isolement, il n'y a pas de grande différence en fonction des familles disciplinaires. Il peut y en avoir un petit peu, mais c'est pas aussi spectaculaire que ce qu'on peut parfois entendre dire sur certaines disciplines ou familles disciplinaires. Mais ça évolue dans le parcours de thèse et post-thèse, par contre. On se sent plus isolé après la thèse qu'avant et moins isolé au début de la thèse qu'à la fin.
Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette enquête. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? En fait, je ne suis plus chercheur, j'étais chercheur, mais je n'en suis plus un. Mais je m'intéresse aux questions liées à la recherche. Dans votre enquête, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il y avait une place aux suggestions? Par exemple, s'ils s'estiment isolés, est-ce qu'ils ont des idées par rapport à ça? Est-ce qu'ils avaient des suggestions? Non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'ouverture En fait, la question était posée, c'était dans mon quotidien de chercheur, je me sens, et donc il y avait plusieurs possibilités, il y avait 3 possibilités de réponse. Je me sens isolé, je me sens entouré, je me sens soutenu, je me sens heureux, je me sens méprisé, j'oublie le 6e item en question, et il y avait la possibilité également de mettre un champ libre. Et sur cette question-là, donc le répondant avait la possibilité de cocher 3 choix, voire de proposer un autre en compétition. Voilà, c'est l'item que j'oubliais, et qui ressort d'ailleurs dans les premiers, pour le coup. 20% d'une manière générale des jeunes chercheurs se sentent en compétition, et ce pourcentage il est vraiment élevé à partir de la 3e année et plus, avec certainement l'approche de la soutenance et puis de la poursuite. Mais pour répondre plus précisément à votre question, dans une question d'opinion, il était posé également la question, pour moi, en France, il y a trop d'isolement pour les chercheurs. Donc il y a aussi des éléments de réponse peut-être au sein de cette question-là. En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez des pistes qui vous sont partagées par les doctorants et les chercheurs pour aller un peu plus loin, pour résoudre tous ces problèmes que vous avez réussi à soulever? Alors, c'est le but de la soirée, de souffler. C'est le but et l'objectif de la soirée, mais dans les commentaires qui nous ont été adressés, puisqu'il y avait une partie commentaire à la fin de l'enquête, la question que vous posez, il y a des éléments de réponse qui transpiraient parce qu'il y a eu beaucoup de remerciements, presque pour certains de soulagement d'avoir pu participer à cette enquête et d'avoir pu se poser des questions peut-être qui ne s'autorisaient pas eux-mêmes à se poser ou dont ils n'avaient pas forcément conscience. Il y a des sondés aussi qui n'ont pas apprécié le modèle de l'enquête et qui l'ont également fait savoir, mais dans une proportion plus importante, il y avait des commentaires qui remerciaient l'initiative en mode justement de dire il faut qu'on rompe avec l'isolement entre autres, et dans les commentaires il y a des choses à creuser, mais on les a pas traitées. Après, j'avais encore une autre question, c'est est-ce que ces chercheurs, ces jeunes chercheurs, ces doctorants, étant donné que maintenant, au début de leur carrière, ils ont une certaine expertise, est-ce que ça leur plairait de participer dans le débat public, dans le sens où partager leur expérience de chercheur, un peu comme le M180, voilà, ou d'autres actions comme celle-ci qui permettraient en fait de valoriser le statut de chercheur doctorant. Donc ça pourrait être et puis aussi ça donnerait une place de la science vis-à-vis du public. Donc ça pourrait être donner une valeur de... Alors votre remarque est très pertinente, pour tout vous dire. Juste avant le lancement de l'enquête, j'ai discuté avec une personne que je connais bien au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui travaille sur ces sujets-là, sur la communication scientifique et l'accès des sciences à tous, donc qui se fait grâce et par les chercheurs. Et juste avant de lancer l'enquête, cette personne m'a dit « Tu devrais intégrer des questions liées justement à ces sujets, ça serait intéressant de les sonder et de le faire ». Je ne les ai pas intégrés parce que c'était court en termes de délai et que l'enquête était déjà assez costaud en termes de questions. Mais la question que vous soulevez, je sais que dans les jours ou les semaines qui viennent, une initiative va traiter du sujet. Et j'aurais envie de dire oui par rapport à votre question. Je pense que les chercheurs et les jeunes chercheurs en particulier sont pour un nombre intéressant, pour un pourcentage intéressant, ouverts et intéressés à partager la science
avec d'autres. Vous avez parlé d'MT 180, il y a Pint of Science qui le fait également, et il y a d'autres initiatives. Et voilà, je pense que d'une part ça intéresse le public, et que les chercheurs sont aussi motivés pour donner ce goût et transmettre leur savoir de manière accessible au plus grand nombre. On va peut-être prendre une dernière question pour tenir le timing, parce qu'on a déjà dépassé. Je me tourne vers le maître du temps, Yann Maël. On a un peu dépassé, donc est-ce que je prends une dernière question? Dernière question, si on a une. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le micro marche? Le micro marche. D'accord, ça vous entend. Alors je me présente, je suis Louis Leyo, je suis étudiant en psychologie et en informatique. Je ne suis pas doctorant, c'est encore très loin pour moi, je suis en première année. Et justement, en fait, par rapport à ça, j'aimerais donner quelques pistes peut-être de questions qu'on aurait pu poser dans cette enquête. C'est est-ce que les doctorants pensent qu'ils sont préparés dans leur formation initiale, c'est-à-dire que ce soit lycée, licence, master, à leur thèse? Parce que, étant donné que je suis étudiant en informatique et psychologie, par exemple, il n'y a pas de double parcours qui existe pour moi. Je suis obligé d'un peu bricoler. Si jamais je veux faire de l'intelligence artificielle, par exemple, je suis obligé de bricoler avec ce qui existe. Donc, est-ce qu'il y a une adéquation entre les sujets de recherche et la formation initiale? Ça pourrait être intéressant. Et justement, pour appuyer ça, j'ai remarqué que finalement, les disciplines où des gens ont des vocations de chercheurs les plus tôt, ce sont dans les disciplines qui sont enseignées au lycée. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, un docteur en psychologie, je me doute bien qu'il n'a pas eu envie d'être docteur en psychologie lorsqu'il était en lycée, parce qu'il n'y a pas de psychologie au lycée. Et du coup, ça pourrait être intéressant aussi de voir cette corrélation, d'explorer cette corrélation entre le fait que ce n'est pas enseigné suffisamment et le fait qu'il y ait des vocations qui se créent. Mon autre question, c'est sur finalement le but des chercheurs. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, c'est pas flagrant dans les réponses, mais il y a quand même une tendance claire. Ce qui est enseigné au lycée, les deux champs disciplinaires qui sont enseignés au lycée, ça donne des vocations plus précoces. C'est peut-être l'effet, je sais pas, la main à la pâte, l'effet TP, travaux pratiques, voilà, c'est un fait. Après, ça demanderait d'être plus exploré, et si tu veux ajouter quelque chose. L'image du chercheur qu'on se fait aussi, elle est peut-être c'est plus facile peut-être de se projeter notamment sur les sciences de la vie quand on pense chercheur, quand on est en primaire, au collège ou au lycée. Et puis peut-être que la réforme du ministre